Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. Et merci infiniment surtout à vous, Jean-Pierre Rothe, et je commencerai plutôt par vous, Monsieur Charbel, d'avoir accepté de venir du Liban pour nous expliquer ce qui se passe au Liban. Et merci à vous d'avoir accepté également de venir pour ce dialogue. Et pour un dialogue qui ne vous concerne pas que vous, mais qui pourra être diffusé partout, en particulier au Liban. Bonne écoute. Merci, mesdames et messieurs. Bonsoir, c'est pour moi un très grand plaisir d'être avec vous pour parler, pour une fois, d'autre chose que de la Suisse. Malheureusement, dans des circonstances bien difficiles, et nous avons tous présent à l'esprit ces images terrifiantes que nous avions il y a un peu plus d'une année lorsqu'il y a eu cette explosion dans le port de Beyrouth qui a fait plus de 180 victimes. Nous avons été aussi ensuite, les mois qui ont suivi, été témoins de l'effondrement économique du pays, la crise politique, mais l'effondrement économique, les queues devant les stations d'essence, les difficultés d'approvisionnement de la population. Une grande partie de la population, on le lit dans la presse, tombe maintenant en dessous du seuil de pauvreté. Une situation tout à fait tragique, et je crois que le Fonds monétaire international a dit que c'était la crise la plus grave qui était survenue dans un pays dans l'après-guerre. Tout ceci a toujours été contrebalancé par une autre image que nous avons tous eue, c'est celle de la solidarité extraordinaire des Libanais entre eux dans cette situation extrêmement difficile, leur capacité de rebondir, de garder espoir, d'être positif, d'aller de l'avant, alors qu'on a le sentiment que tout joue contre eux et que les circonstances ne s'améliorent pas. On peut bien entendu se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Et à première vue, on pourrait imaginer que tout ceci vient simplement de cette terrible explosion qui est intervenue il y a plus d'1 an et que c'est ça à l'origine de la catastrophe. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur. La catastrophe de 2020 était préprogrammée. Pardon, pas la catastrophe, mais l'effondrement économique était préprogrammé. L'explosion dans le port de Beyrouth n'a été que le déclencheur d'une avalanche qui se préparait, j'utilise le terme avalanche parce que chez nous c'est quelque chose de très concret, qui se préparait depuis longue date. Et moi, je me suis rendu compte de la fragilité de la situation libanaise comme touriste. Enfin, comme touriste, j'ai fait plusieurs voyages au Liban en 2014, 2017, 2019, après mon départ de la BNS. Et à chacune de ces visites, j'allais à l'hôtel, demander qu'on me change mes dollars contre les livres libanaises pour avoir un usage courant. Et chaque fois, on m'offrait 1500 livres libanaises pour $1. Et pour moi, ancien banquier central, je me disais, mais comment est-ce possible ? Et on me dit, mais ce cours est en vigueur depuis 1997. La livre libanaise, 1500 livres libanaises pour $1, c'est valable depuis 1997. Et moi, comme ancien président de la BNS, je me suis dit, mais il y a quelque chose de très mystérieux là derrière, parce qu'une économie arrive à garder un cours fixe de sa monnaie par rapport à une autre, c'est une prouesse absolument extraordinaire, et ça n'est possible que si ces deux économies évoluent de manière tout à fait parallèle, si la situation américaine et la situation libanaise étaient des situations semblables sur toute cette longue période, ce qui est absolument impossible, parce qu'il y a tellement de choses qui sont passées dans le monde entre 97 et 2019, mon dernier passage, c'était pas possible. Quelque chose se passait là derrière qui faisait que ce cours de change était maintenu artificiellement. C'est alors que je me suis un peu interrogé sur ce qui s'était passé. Je me suis interrogé sur ce qu'avait fait
mon ancien collègue Riyad Salameh, le gouverneur de la Banque du Liban, que je connaissais bien depuis de nombreuses années, parce qu'il est en place depuis près, je crois que c'est The Long Lasting Governor, ça c'est le titre, hein, le gouverneur en place depuis le plus grand nombre d'années. Il est là depuis près de presque 30 ans, et il a toujours personnifié cette stabilité extraordinaire du Liban, la Suisse du Moyen-Orient, avec une monnaie complètement fixe par rapport au dollar. Et j'ai essayé de comprendre, mais comment est-ce possible tout cela? Et j'ai assez rapidement compris quelle était la mécanique derrière cette réalité et aussi quels étaient les risques et les fragilités qu'elle comportait. Il faut bien comprendre que le Liban est quand même un pays un peu particulier. On dira ça de chaque pays, mais le Liban a une particularité, c'est qu'il a une très grande diaspora. Il y a des Libanais dans le monde entier, et puis des Libanais qui sont généralement assez successful, qui font bien affaire dans le monde entier, des Libanais qui restent très attachés à leur pays d'origine, très fidèles, parce qu'ils sont émotionnellement attachés, mais aussi parce qu'ils ont une partie de leur famille qui est là, une communauté libanaise qui fait qu'une grande partie de source du financement du Liban se trouve hors frontières, hors des limites du pays. Donc les capitaux libanais sont souvent à l'extérieur. Et bien entendu, la communauté libanaise est en étroite liaison avec les réalités financières du Liban et notamment avec les réalités de son secteur bancaire. Alors, les sources de financement du Liban étaient en dehors du pays, mais bien entendu, les besoins de financement étaient à l'intérieur du pays, parce que le Liban est un pays jeune, avec des possibilités de développement, avec des besoins, c'est naturel, dans une phase de développement, des besoins d'investissement importants dans le secteur privé, mais aussi, et c'est le problème qui est apparu, avec un secteur public extrêmement gourmand sur le plan budgétaire, avec des déficits qui se succédaient année après année. Le Liban a eu un endettement par rapport au produit intérieur brut qui est passé de 100% du PIB au début à 180% aujourd'hui. On dira qu'il y a d'autres pays qui ont 180%, mais c'est quand même une évolution extrêmement dommageable. Alors pour mettre en relation, c'est là un petit peu pour que vous compreniez bien la mécanique là derrière, cette épargne extérieure et le besoin interne, qui sont des besoins privés, des besoins publics, on qualifiera les besoins tout à l'heure, que la Banque du Liban a mis en place un mécanisme attrayant pour les investisseurs extérieurs en attirant les capitaux étrangers par des taux d'intérêt relativement élevés sur les placements au Liban. Les placeurs extérieurs étaient intéressés à venir faire des placements dans le système bancaire, ce qui faisait que le système bancaire libanais était un des plus dynamiques de la région, et aussi directement en titre de la dette publique, et tout ceci avec des taux d'intérêt relativement élevés, alors que nous savons que nous vivons depuis une dizaine d'années dans des situations de taux d'intérêt relativement bas, mais les alternatives de placement, on les trouvait au Liban, attirées par cette mécanique mise en place par la Banque du Liban. Et là derrière, il y avait bien entendu la volonté d'équilibrer les flux, de telle sorte que ce cours magique de 1500 livres libanaises pour $1 ne soit pas menacé et que sur le côté du marché d'échange, il n'y ait pas de déséquilibre qui mette à risque cette parité, ce qui aurait bien entendu déstabilisé les investisseurs. Alors cette situation, au fil des années, avec des déficits croissants, est devenue de plus en plus intenable. Elle aurait été peut-être favorable si la dépense publique avait été utile au développement du pays, mais en fait, d'après ce qu'on comprend de la réalité libanaise, c'est que la dépense publique était une dépense hautement inefficace, allant vers plutôt dans des prébendes et dans des financements qui n'étaient pas là dans l'intérêt du pays, mais simplement dans l'intérêt de certaines catégories de la population. Et ces dépenses publiques étaient totalement inefficaces, absorbaient l'épargne et les capitaux étaient de plus en plus chers puisqu'il fallait, par des taux d'intérêt élevés, attirer toujours des fonds dans le pays. Et les investisseurs privés, eux, se trouvaient avec des coûts de financement qui étaient croissants. Donc,
peu à peu, cette belle mécanique mise en place par la Banque du Liban se grippait. Et ce qui est assez choquant, c'est que ce mécanisme était non seulement suicidaire sur le plan économique, mais il était aussi hautement injuste d'un point de vue social, parce qu'il est clair qu'une partie de la population détentrice de capital était heureuse de voir des capitaux investis avec taux d'intérêt intéressants. On nous disait qu'un Libanais qui ramenait au Liban une certaine fortune, le plaçait dans le bon du Trésor, ça lui assurait un revenu qui permettait sur place d'avoir des conditions de vie tout à fait acceptables. Donc ceux qui avaient des moyens s'en sortaient, alors que ceux qui n'étaient pas de ce côté-là de la société se trouvaient en face d'une économie qui était de plus en plus fragilisée et de moins en moins compétitive. C'est donc ce modèle-là, extrêmement branlant, qui a été mis par terre avec cet effondrement du 4 août 2020, et c'est là que le château de cartes s'est effondré. Alors, on se pose tout de suite la question, à qui la faute ? Qui est responsable ? C'est alors là qu'on sera très heureux d'entendre notre ami libanais, parce qu'ils ont les vues internes, nous on voit ça de l'extérieur, et je fais simplement... Je passe au travers des options possibles. Est-ce la faute de la Banque du Liban, qui avait mis sur pied cette mécanique de financement du pays qui était fragile et qui ne pouvait pas durer ? Parce que ce n'était pas réaliste de garder un cours de change fixe sur cette période d'année. Ce n'était pas réaliste de devoir financer le pays à des taux d'intérêt de plus en plus élevés pour attirer du capital. Était-ce la faute aux banques commerciales, parce que la place financière de Beyrouth profitait très largement de toute cette mécanique-là en étant intermédiaire dans les placements et dans les placements dans les bons du Trésor? Ou est-ce, last but least, et on dira c'est peut-être par là qu'il aurait fallu commencer, par une faute à la politique, puisque on n'a jamais, en tout cas de l'extérieur, eu le sentiment qu'il y avait un gouvernement libanais qui était véritablement aux commandes du pays et que le pays était effectivement dirigé. Et c'est à ces questions que vont essayer de répondre nos panélistes, qui sont eux des observateurs avisés de la situation libanaise ou la situation de pays dans des situations comparables. Moi, je suis un petit peu un observateur hors sol qui vous a fait part de ses impressions de touriste lorsqu'il venait, qu'il était surpris de voir un certain nombre de réalités financières sur la place de Beyrouth. Et pour cette discussion, j'ai le plaisir d'accueillir nos trois invités. Charbel Nahas, qui est à mes côtés, qui est économiste, ancien ministre des gouvernements Hariri et Mikati, à la tête maintenant d'un mouvement citoyen et citoyenne dans un État. Déjà, rien que ce titre nous passe un message extrêmement important. Nous sommes citoyens et citoyennes dans un État et non pas dans des confessions, qui veut regrouper les Libanais au-delà des frontières confessionnelles. Madame Anne-Laure Kichel, conseillère économique, qui, elle, nous rejoint par visioconférence interposée, spécialiste du marché des capitaux et particulièrement des questions de financement public. Actuellement, elle dirige le Global Sovereign Advisory, qui conseille de nombreux gouvernements dans la gestion de leurs finances. Et elle a aussi lancé une chaire sur la dette publique à Sciences Po Paris. Et là, elle aura une vision extrêmement isée sur la réalité de ce financement public, le libanais. Et enfin, depuis les États-Unis, depuis Georgetown University, nous avons Gaël Giraud, économiste et prêtre jésuite également, spécialiste des questions de développement, sensible aux questions d'environnement et de justice sociale. Il dirige à l'Université de Georgetown le programme de justice environnementale. Alors, je vais passer dans cet ordre la parole à chacun qui, en une quinzaine de minutes, va nous passer son appréciation, enfin dire si mes vues de touriste étaient plus ou moins correctes ou pas, ou j'imagine que c'était hyper simplifié, mais c'est le rôle des banquiers centraux, ils doivent être hyper simplificateurs. C'est le rôle de côté didactique de simplifier à l'extrême les choses, faire cette appréciation de situation et surtout d'essayer de nous dessiner quelles sont les voies de sortie de la crise actuelle. Alors, Charbel, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonsoir. J'ai une quinzaine de minutes
Et en face, en tout cas depuis hier, je me suis rendu compte que dans cette entreprise de Château-Messier, il y avait eu tellement d'efforts, d'enthousiasme, de ténacité, que je vais essayer de concilier les deux sujets qui sont le sujet des rencontres qu'anime Château-Messier comme entreprise et de notre côté l'expérience du Liban. Alors, en face de moi, évidemment, il y a des gens qui ont des parcours différents, des attitudes, des attentes et des centres d'intérêt différents. Donc de là, évidemment, une facilité qui aurait consisté à traiter sous l'angle de la curiosité, de l'altérité, de vous raconter en quoi le Liban c'est spécial, etc., etc. Je ne pense pas que ce serait faire tribut, si vous voulez, à la diversité et à l'importance de cette réunion. Je vais essayer plutôt de mettre en avant la notion de transversalité pour dire que le Liban, ça n'a rien de particulier. Ça n'a de particulier que le fait d'être un cas exemplaire sur des sujets qui vous concernent tous. Et à partir de là, donc, j'essaie de privilégier une tentative qui est plus périlleuse, qui est la recherche de sens plutôt que la communication d'images ou d'informations. Donc les banques libanaises, puisque c'est le sujet. Alors, les banques libanaises. Donc les banques libanaises, c'est assez ancien, ça remonte, c'est pratiquement concomitant à la mise en place des banques de dépôt en Europe à cause du commerce méditerranéen. Et la place de Beyrouth, si vous voulez, la ville de Beyrouth s'est constituée alors que l'espace régional se reconfigurait comme étant le point d'entrée du commerce et des finances européennes durant la phase de la révolution industrielle, etc. Donc le Liban existe à cause de Beyrouth et pas l'inverse, sinon il n'y a pas de raison que ce découpage se soit produit. Or, nous assistons, je fais un saut dans le temps, à une recomposition de l'ensemble de l'espace régional. La façade méditerranéenne a beaucoup perdu de son importance. C'est la façade du Golfe avec l'océan Indien et l'Asie du Sud-Est. Tout ça se chamboule. Mais enfin, n'accélérons pas la lecture historique. Et très tôt, les banques installées au Liban, qui à l'époque étaient principalement des banques françaises et des banques italiennes, essentiellement c'était les filiales coloniales des banques françaises, se sont installés et ont développé une activité qui, dans un horizon géographique restreint, tournait autour de la sériciculture et de l'exportation de la soie vers les ateliers lyonnais principalement, avec un mécanisme de monétarisation qui a pénétré la société. L'émergence de la propriété privée remonte aux réformes ottomanes, donc 1850, c'est très récent. Nous continuons au Liban à appeler l'argent les égyptiennes, parce que la monnaie est entrée dans l'usage courant à l'époque de l'occupation de Mohamed Ali. Donc tout ça est très récent. Et donc la société se configurait très tôt avec un émiettement de la propriété paysanne et une émigration très précoce. Parce qu'évidemment, chaque fois qu'il y avait que les cours de la soie à Lyon montaient ou descendaient, puis l'entrée du Japon, etc., l'émigration a été précoce, la monétarisation des échanges a été précoce, et un régime de petites propriétés s'est installé qui était lié évidemment aux avances que c'était pas les banques étaient installées à Beyrouth, il y avait des courtiers dans toutes les régions qui faisaient des avances sur la récolte, etc. C'est devenu de grands banquiers, c'est ceux-là même les grands banquiers libanais. Donc, voilà. Alors, pour en venir à la période plus récente, les banques commerciales, les banques libanaises, les banques installées au Liban, étaient principalement des banques qui finançaient le commerce, que ce soit le commerce donc d'importation pour l'ensemble de la région, c'est pas le Liban, c'est beaucoup plus vaste, avec des agences, des réseaux, etc., et l'exportation d'un nombre très restreint de produits, essentiellement deux, qui sont la soie et les gens. Parce que l'émigration était nécessairement le résultat de ce mécanisme. Pas du tout vers la ville, vers les États-Unis, vers l'Amérique du Sud, puis vers l'Afrique, etc. Bon, je fais un saut dans le temps. La guerre civile des années 70 avait cela de particulier, qui est un pur accident,
qu'elle s'est déroulée en même temps qu'un autre choc, donc concomitant, qui est le boom pétrolier. Donc la guerre a pu durer parce qu'elle était financée, et les milices ont pu s'organiser parce qu'il y avait le financement. Donc l'institutionnalisation des communautés comme des pseudo-États, si vous voulez, a été le fait de la guerre et était impossible sans l'afflux permanent de capitaux provenant des Libanais qui émigraient parce qu'il y avait la guerre, et aussi du financement politique des différentes milices qui agissaient sur place dans des guerres par procuration. Ce schéma est toujours en place parce que ce sont ces gens-là qui gouvernent le pays, hein, avec cette même logique. Bon, alors, un arrangement est survenu par pur hasard. Bon, l'effondrement de l'Union soviétique était visible, donc les Américains, Pax Americana, allez, on va calmer la région, ce qu'ils ont appelé processus de paix. Donc, ils ont amené, bon, pas les chefs de milice, eux, ils avaient discuté avec eux en cachette, mais ils ont amené pour la façade, bon, les pauvres vieux députés qui servaient à rien, ils leur ont fait signer un torchon qu'ils ont appelé l'accord de Taïf. Ça, c'est pour la forme. Après ça, une énorme manipulation financière en 92, qui a amené les vrais acteurs, bon, qui sont Berri, Hariri, Jumblat, enfin la bande. Donc déjà, une manipulation financière, un arrangement extérieur. Je vais reprendre chacun de ces termes pour décrire ce qui s'est passé récemment. Bon, alors, Rafik Hariri a, à un moment donné, fait une déclaration qui était tout à fait éloquente et franche. Il a dit « Nous avons acheté la paix civile avec la dette ». C'est-à-dire que le pari qu'il faisait, et pour lequel il a été amené d'ailleurs comme représentant d'Arabie Saoudite avec les Syriens, concomitamment et en alliance proche, consistait à dire, bon, le processus de paix, ça va marcher certainement, et puis ça va être le boom, et super, donc si d'ici là, il faut asseoir la légitimité des chefs de milice qui se sont mis tous en cravate pour chacun organise la loyauté dans sa propre communauté, bah, c'est pas grave, les dividendes de la paix viendront effacer tout ça. Bon, ce pari s'est cassé la figure très vite, en 95-96. Bon, le processus de paix, visiblement, c'était de la blague. Bon, Rabin a été assassiné, et par conséquent, le pari économique ne marchait pas, pari pour lequel il avait amené son gestionnaire de fonds personnel, Riyad Salamé, à la Banque centrale. Voilà. Alors là, 96-97, l'épopée était finie. Et là, il y a eu une conciliation, des discussions, et une décision a été prise. Enfin, le Fonds monétaire, évidemment, était là, mais ils ont été complices, ils ont couvert l'opération, en se disant, on va faire comme s'il n'y avait rien. Alors, faire comme s'il n'y avait rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'une part, arrêter tous les investissements publics, raison pour laquelle rien ne marche, parce que c'était des sorties de dollars de la Banque centrale, c'est ça que ça veut dire. Hein. Rationner d'électricité, pas parce qu'il y a des voleurs, en fait, s'il y avait des mafieux, plus il y a de production, plus il y a de possibilité de se mettre de l'argent dans la poche. C'est rationner l'électricité pour ne pas sortir les dollars devenus rares de la Banque centrale. Bon, c'est mettre la main sur les syndicats, bloquer les salaires, je vous passe, mais l'essentiel, c'est mettre en place, non pas comme l'intitulé du livre de Gaël, l'illusion financière, mais l'illusion monétaire. C'est créer une pseudo-devise qu'ils ont appelée le dollar, qui n'est pas le dollar américain, où c'était recyclé les dollars que les banques plaçaient soit à la Banque centrale, soit sous forme de bons du Trésor en eurobonds, donc replacés à la Banque centrale, annonçant par conséquent que les réserves de la Banque centrale étaient stables quoi qu'il arrive. Donc vous aviez beau basculer de la livre au dollar, ben, le stock était le même parce que tout était recyclé. En attendant, cela a produit une scission au niveau des banquiers. Il y a une partie des banquiers qui s'est totalement refusée à cet exercice en se disant, écoutez, avec ça, il est clair, évident, parce qu'il fallait nourrir une machine en permanence, hein, il est clair et évident que ceux qui ont déposé chez nous des dollars ne pourront jamais retrouver ces dollars, puisque ces dollars sont recyclés. Et ils ont commencé, enfin ces banquiers ont commencé à raconter autour d'eux à leurs déposants, surtout mettez pas vos sous dans la deuxième catégorie que je vais vous décrire, parce qu'ils vont vous voler. Et même si vous payez plus, etc. Et les autres, bon, se sont dit, chouette, il y a la place pour faire de super bénéfices et grandir en volume, donc on fonce et on surpaye. Cette scission était claire, elle était marquée dès 96-97, avec le démarrage du recyclage de rebonds et la création de la monnaie illusoire. Et bon, j'ai participé à essayer de faire en sorte de bloquer ce processus.
Et puis en 2002, avec l'affaire de Paris 2, comme on l'appelle, enfin, je ne vais pas vous ennuyer avec les détails, la Banque centrale a senti qu'il y avait une possibilité d'imposer des réserves obligatoires en devises. Alors là, mais en très peu de temps, toutes les banques étrangères ont soit vendu complètement, certaines étant là depuis 1870, d'autres ont réduit leur participation en deçà des 20%, parce qu'à 20%, si la filiale fait faillite, bon, ils peuvent être poursuivis. Et les quelques-unes qui sont restées ont pratiquement réduit leurs activités et leur bilan à pas grand-chose, dont l'Arab Bank, etc. Bon, alors, qu'est-ce qui a découlé de tout cela? Il en a découlé, juste que je donne quelques indications. Bon, en 2018, parce que l'effondrement, il était là depuis bien longtemps, évidemment, mais il s'est révélé, si vous voulez, fin 2018-2019. Bon, en 2018, donc, les engagements domestiques des banques libanaises, que les avances que les banques libanaises faisaient localement, aux ménages, aux entreprises, à l'État, etc., représentaient 460% du PIB. Bon, à titre de comparaison, en gros, entre France, Allemagne et Suisse, ça tourne en 150 et 180%. Donc c'est 2 à 3 fois plus. Bon, les fonds propres des banques, évidemment celles qui sont restées, parce que les autres, représentaient 51% du PIB. En Suisse, c'est 27%. Pourtant, vous connaissez l'amplitude des activités externes des banques suisses. 27%. Au Royaume-Uni, c'est 18%. Et en France, c'est 21%. Donc, c'est encore une fois 2-3 fois plus. Les profits, c'est 6% du PIB. En Suisse, là, je prends les chiffres de 2018 ou 2019. Bon, c'est 1,5. Donc, les banques libanaises étaient 4 fois plus profitables que les banques suisses, qui sont pourtant pas mal, et qui ont une activité internationale un peu plus importante, celle du Liban. Au Royaume-Uni, c'est 0,3, donc on est 20 fois plus fort. Et en France, c'est 0,6 ou 0,7, donc 10 fois plus fort quand même. Alors, c'est une grosse blague, tout ça, évidemment. Bon. Ce sont des gens qui ont volontairement fait le pari de faire énormément de bénéfices, sachant très bien qu'ils étaient en train de liquider la confiance, de trahir volontairement et sciemment la confiance que leurs déposants leur faisaient, en se disant, pourvu que ça dure 1, 2, 3 ans. Eh bien, ça a duré tellement longtemps que l'affaire est devenue astronomique. Donc, évidemment, les répercussions économiques en termes de mal hollandais, de distorsion des prix, de disparition de toute activité pouvant produire des biens ou des services échangeables, l'approfondissement du déficit commercial, tout ça est venu avec. Alors, quelle fonction assuraient ces banques? Elles assuraient une fonction essentielle, comme l'a dit mon voisin ami, c'est une pompe à capitaux. Non, en soi, ce n'est pas un exercice spécialement passionnant. Cette pompe à capitaux est absolument indispensable à un autre organe qui est le système communautaire, c'est-à-dire tout le réseau avec ses capillaires d'achat de loyauté par la distribution de bénéfices. Voilà. C'est le revers de la médaille. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre, ça n'a aucun sens. De manière sommaire, les flux nets de capitaux entrants sont de l'ordre, sur la trentaine d'années passées, de 240 milliards de dollars. C'est l'équivalent de 7 années de PIB du PIB moyen sur la période. Vous vous rendez compte, une injection de ce genre dans n'importe quel pays transformerait la société en profondeur. Bon, alors on peut appeler ça de la corruption si on veut. Je pense que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est tout simplement la réalité du système que le Liban a pu vivre du fait de la conjonction de la guerre et des rentes pétrolières. Avec une adaptation. La société s'est adaptée à cela. D'abord pour sortir de la guerre. En plus, c'était tellement facile, l'argent facile, avec des dépenses ostentatoires. Si vous connaissez un peu le Liban, je pense que vous avez pu repérer cela. Et une destruction systématique et des capitaux. Parce que ces fonds qui arrivaient, ils étaient consommés au sens étymologique du terme. Ils étaient consommés physiquement. Destruction de capitaux, donc, mais aussi destruction de la population, parce que cette élévation des prix et la nécessité d'amener des fonds induisait à la fois
des tendances poussant à l'émigration et justifier l'émigration, si vous voulez. Donc nous avons assisté durant cette période à une émigration nette par année qui était de l'ordre de 35 000 à 40 000 émigrants nets, essentiellement des jeunes gens et des jeunes filles, ce qui représentait, sur la période, pour les Libanais résidents, si vous prenez une cohorte à l'âge de 20 ans, les chances que ces personnes aient émigré en les retrouvant à l'âge de 50 ans étaient de l'ordre de 50% pour les garçons et de 45% pour les filles. Donc ça, c'est avant l'effondrement. Donc c'est clairement une consommation de ce qu'on pourrait appeler les ressources, encore que appeler les gens ressources. Bon. Alors voilà, la séquence. Évidemment, tout le monde faisait semblant ou avait intérêt à faire semblant, évidemment avec des jeux d'initiés, croyant qu'il y avait suffisamment d'idiots qui resteraient dans le bateau alors que les plus malins sauteraient avant, etc. Vous connaissez tout ça, parce que tout le monde n'est pas ignorant. Hein. Jusqu'au moment où, c'est le maillon financier qui a cassé, pas le maillon communautaire, parce que le maillon communautaire avait réussi à dépasser beaucoup de pressions extérieures. L'éjection des Syriens, la guerre d'Israël en 2006, le tribunal international, tout ça, ils avaient réussi à absorber les chocs. Hein. Et là, paf, ça leur a explosé dans la figure. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un moment de panique, gouvernement d'union nationale, évidemment, les pro-iraniens et les pro-États-Unis, tous ensemble, tout le temps. Sauf dans les discours, chacun chez sa communauté. Alors, ils ont trouvé évidemment la riposte en se disant que c'était un complot. Voilà. Que c'était très bien avant, c'était un complot. Mais alors, complot, qui c'est qui fait le complot? Évidemment, c'est les Américains qui complotent parce que c'est la puissance mondiale. Donc, ils sont divisés en deux camps. Ceux qui ont parié sur le complot en se présentant comme étant des réformistes et des révolutionnaires, et ceux qui sont barricadés pour affronter le complot. Alors, comment affronter le complot? C'est pas facile. Évidemment, c'est plus facile de se faire passer pour révolutionnaire et réformiste. On envoie ces gars dans la rue. S'il faut affronter un complot et que les gens sont dans la rue, c'est pénible. Donc, il faut un paravent. Ils ont cherché, ils ont trouvé un type qui s'appelle Hassan Diab, qu'ils ont amené comme Premier ministre, avec des soi-disant technocrates qui n'y comprenaient rien du tout. Ils se sont installés, ces gars-là, et puis, pris dans la tourmente, défendre les dépôts. Parce que l'idée était encore que les banques bloquent les dépôts. En fait, il n'y avait plus de dépôts, les banques étaient toutes en faillite. Bon, évidemment. À part les copains qui ont quand même réussi à sortir quelques milliards malgré les fermetures des banques, mais ça va de soi. Alors, pour faire face donc à cette pression multiple, il y avait une échéance de rebond à payer. Ils ont refusé de la payer. Déclaration du défaut de l'État. Là encore, ils font appel aux étrangers. Donc, Lily Gottlieb pour négocier côté juridique et Lazare pour faire les calculs financiers, négocier avec les prêteurs internationaux. Ils ont évidemment procédé, comme ils savent procéder, par une analyse bilancielle déclarant qu'il y avait en gros 100 milliards de dollars de pertes. Bon, alors, en faisant quelques pressions, pour être plus gentils, ils ont ramené à 80. Et là, aussi bien les pros que les anti-américains et les pros et anti-Iran et tout ce que vous voulez, se sont tous réunis dans une commission d'enquête parlementaire pour décréter qu'il n'y avait, presque pas de pertes, à peine 20 milliards. Et que ça allait être réglé gentiment. Et en plus, ils se sont autorisés à dire, comme les banques ont prêté à l'État et que l'État ne rembourse pas, c'est facile, on prend toutes les propriétés publiques, y compris le domaine public maritime, on met ça dans une caisse, en fait, on met la main dessus, et les revenus que cette caisse va assurer renfloueront la Banque centrale, qui elle-même renflouera les banques. Et après avoir volé l'épargne des gens, ils volaient les biens publics une deuxième fois. Bon. Alors... Mais la bande des banquiers ayant été barricadée derrière l'union sacrée des pro- et anti-Iran États-Unis, se sentir renforcés et la riposte a commencé à s'organiser. Ils ont inventé 5-6 taux de change permettant de magouiller tous les bilans, de cacher les pertes, la valeur
Les dépôts bancaires se sont volatilisés à 85-90% en valeur réelle. Il n'y a même plus de possibilité de facturer, de définir des prix dans les contrats. Il n'y a plus d'échanges. C'est les institutions qui s'effondrent. Pas seulement les entreprises, mais les universités, les hôpitaux. Et plus important que ça, c'est l'émigration, alors là, l'hémorragie massive, qui est en fait l'ajustement où la société devient la variable. Comment ça se passe? Tout simplement, tous ceux qui peuvent émigrer émigrent. Et par conséquent, comme ceux qui peuvent émigrer sont ceux dont la consommation comporte une part majeure d'importation, le besoin de financement des comptes extérieurs se réduit et les loyautés, évidemment, deviennent moins chères à acheter et on a un équilibre de bas niveau qui peut s'installer pour peu que la société accepte de se faire euthanasier. Évidemment, il faut maintenir en place les services de sécurité pour pas que ça dérape. Il faut faire un peu d'humanitaire à droite et à gauche pour que la mort soit douce. Ça, on s'en occupe. Et pour remplir cette mission, donc parachever l'opération, l'offensive, il y a eu une embellie dans l'environnement régional et international. Enfin, vous êtes au courant, avec Biden remplaçant Trump, le retrait d'Afghanistan, les réunions à Bagdad, l'Arabie saoudite qui reprend mèche avec l'Iran, les contacts entre Macron et Raisi, etc. Et flanc, nous avons un gouvernement, là, qui n'est plus un gouvernement pour affronter le complot et conforter les bases partisanes, mais cette fois pour mener une offensive. Et l'offensive, c'est précisément ce qui est en cours, l'accélérer, et avec un pari sous-jacent, d'assurer donc, d'accompagner cette éclaircie régionale pour refaire quelques affaires louches comme nos milliardaires savent faire, évidemment avec des partenaires étrangers qui évidemment sont très soucieux de lutter contre la corruption, comme vous le savez très bien, et d'autre part, de gagner, si possible, le temps nécessaire pour reasseoir la légitimité du système politique qui aurait survécu à la société elle-même. Ça s'appelle élection. Voilà. Alors face à ça, nous sommes en position de confrontation claire, nous comme parti. Parce que nous aurions bien aimé, après de multiples tentatives, d'éviter que l'effondrement n'arrive, que ce soit dans les années 90, au début des années 2000, à différents moments. Bon, ces tentatives n'ont pas réussi, parce que chaque fois que la dose de courage politique remettant en question les arrangements issus de la guerre était sur la table, il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient le courage de franchir le pas. D'où la décision, avec des amis qui avaient des parcours plus ou moins similaires, de constituer un parti pour avoir une force politique propre, dans l'attente de la crise. Nous ne cherchons pas à rafistoler ce qui était avant. Nous sommes évidemment malheureux que la crise soit douloureuse, mais nous sommes aussi heureux que cette crise ouvre une opportunité pour sortir de ce que ce pays et cette région ont vécu, qui sont des mécanismes de rente et des mécanismes de communautarisme menaçant la dignité quotidienne de tous ceux qui y vivent dans cette région. Nous ne voulons pas du tout réparer cet engin terrible. Donc, il s'agit de proposer une alternative. Nous avons énoncé clairement notre projet politique, d'où l'État. L'État, c'est une légitimité qui n'est pas empruntée ni à des bases militaires américaines, iraniennes ou autres, ni empruntée à des religions juives, chrétiennes, sunnites, chiites ou autres. Donc c'est clairement la confrontation. Et nous estimons que cela, pas parce que les Libanais sont plus intelligents ou plus malins ou plus sympathiques que les autres, du fait même de l'antériorité de l'expérience que ce bout de territoire a vécu, en termes d'entrée des relations capitalistes, en termes de migration rurale, en termes d'éducation des femmes, en termes de transition démographique, en termes de guerre civile et en termes d'arrangement post-guerre civile. L'expérience qui s'est passée ici est allée plus tôt et plus loin que ce qui se passe ailleurs, et en particulier dans la région. Deuxième chose, c'est que les alternatives ne sont pas simples, si vous voulez. Si vous avez un pays où vous avez un esprit de corps dans l'armée, vous pouvez faire un truc à l'égyptienne. Si vous avez un pays où il y a une certaine stabilité des instances de légitimation religieuse, vous pouvez monter un État juif, un État chiite, un État sunnite. Pour notre bonheur ou notre malheur, nous sommes conscients évidemment du risque, cela est impossible au Liban. Donc il y a là la possibilité de mettre à profit cet effondrement, non pas pour aller admettre la solution où la société devient variable d'ajustement, mais bien au contraire, de clore une période
pour le Liban qui est d'une quarantaine d'années et pour la région qui est pratiquement maintenant d'un siècle. Voilà. Donc voilà l'enjeu sur lequel nous nous positionnons. C'est clairement un enjeu où se révèlent, si vous voulez, et là je termine, d'une manière transversale et exemplaire, deux phénomènes. Un, l'ultra-financiarisation, qui est une légitimation de la prédation dans les relations économiques. Et où les notions de base, si vous voulez, de l'économie, c'est quoi l'économie? C'est des gens, et c'est des compétences, des équipements, des institutions. Ce n'est pas du tout des créances financières. Les créances financières ne sont qu'un instrument secondaire pour faciliter ou complexifier les relations entre ces éléments réels. C'est ça la richesse. Or, ce qui disparaît aujourd'hui du Liban, ce n'est pas les 100 ou les 20 ou les 50 milliards de dollars. Ils avaient disparu depuis bien longtemps et personne ne s'en rendait compte d'ailleurs. Ce qui disparaît aujourd'hui, c'est les capacités humaines de cette société et son accumulation institutionnelle. Deuxièmement, c'est le communautarisme, qui est un ensemble, qui est un instrument politique redoutable, constitué d'essentialisme menaçant, et qui conduit à l'assignation, on les appelle identités, titre pompeux, en fait, de rôles qui sont autant de captures des comportements. C'est la substitution d'une organisation en meute organisée en réseau à une organisation politique où les choix sont envisageables. Parce que dans une communauté, il n'y a pas de choix envisageable. Un chef de communauté ne peut prendre aucune décision. Il peut être ni de droite ni de gauche. Il perdrait automatiquement sa légitimité dans sa communauté. Et par conséquent, bon, c'est un défi qui est lourd de conséquences. Je termine. Donc, une crise, c'est pas quelque chose, c'est pas un problème auquel on trouve une solution, c'est pas une épine qu'on enlève du pied. C'est un moment de choix imposé par la nécessité et qui, par conséquent, conjugue risque et espérance. À partir de là, le terme même de politique, vous savez, une discussion tout à l'heure au château, là, le terme même de politique est intéressant. En arabe, vous savez, politique se dit siyasa. Siyasa, c'est comment mener les animaux. Hein, En comme... français, on dit aussi gouverner. Oui, mais on dit mieux, on dit management, parce que manager, c'est ça. Ça se remplace à la politique. C'est mener les vaches. C'est mener les vaches, exactement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, et les essentialismes sont un instrument merveilleux pour que les gens soient gérables, manipulables, comme des troupeaux. Voilà le défi, et ce défi n'est pas spécifique au Liban. Donc, je pense que, puisque là, on est en Suisse, bon, moi, depuis quelque temps, on discute avec les amis suisses. Vous savez, évidemment, les comparaisons faciles, Suisse de l'Orient, etc., ça, c'est rien, c'est du vent. Mais la discrétion et la volonté des bourgeoisies dominantes dans des régions qui sont aux marges des empires. C'est un peu ce qui est notre cas à nous, c'est un peu le cas de la Suisse, etc. Bon, comment, avec quel degré, évidemment les conditions peuvent être plus ou moins favorables, mais avec quel degré de courage et de discrétion les bourgeoisies dominantes arrivent à encadrer des populations paysannes dans des pays qui sont aux marges d'empires. Je pense que ce sujet pourrait être un sujet d'intérêt réel commun entre les Libanais et les Suisses. Bon, ça marche encore en Suisse, j'espère que ça va marcher tout le temps, mais il faut, je pense, avoir le sens critique d'apprendre de l'histoire malgré les différences apparentes. Je pense que cette distinction entre les marges d'empire et les États peut-être peut expliquer beaucoup des angoisses qui traversent le monde aujourd'hui. Mais c'était aussi notre réalité du 19e siècle, la réalité entre la bourgeoisie et les mondes paysans.
Mais merci. Nous avons tous reçu un coup de poing dans la figure, hein, soyons clairs. Cette présentation nous interpelle sous tellement d'aspects. Anne-Laure, moi j'ai entendu parler d'une dette publique libanaise qui est bien différente de celle que j'ai trouvée dans les textbooks. Hein. On n'est pas dans la même réalité que celle qu'on apprend dans nos cours. Je vous passe la parole. Quelle est votre appréciation de situation ? Merci beaucoup pour cela. Vous pouvez mettre un peu plus fort. Beaucoup de choses ont été dites. Vous pouvez m'entendre, hein, n'est-ce pas ? Oui, très bien. Voilà. Non, je disais, beaucoup de choses ont été dites et merci pour cette présentation et le fait d'avoir rappelé quelque chose de fondamental, c'est que quand on parle de dette, et quand on parle d'aide d'un ensemble, d'un groupe, que ce soit d'un État, d'un ensemble d'humains, que ce soit d'une planète, enfin, donc, quand on parle de ça, il y a en effet des hommes, une société, il y a des réalités extrêmement concrètes. Quand on dit qu'il faut faire des ajustements budgétaires, ça se traduit par des choses concrètes comme peut-être fermer des écoles, ça se traduit par le fait de renoncer à des subventions. Ça n'a pas été mentionné comme exemple, mais dans la liste des subventions qui étaient données au peuple libanais, il pouvait y avoir des semaines des révisions des subventions données, et donc on enlevait des subventions, dont aussi sur du lait et autres. Enfin, ce sont des choses concrètes comme ça dont on parle. Donc c'est pour ça que quand on aborde les sujets de dette, ce que nous on fait en tant que praticiens, j'ai envie de dire, on essaye de les aborder bien sûr sur le côté technique, mais également en gardant derrière la réalité de ce que ça veut dire. Alors avant de répondre ou de revenir précisément sur ces sujets de dette, et je ne veux pas revenir sur beaucoup de choses qui ont été dites, mais je veux juste quelques précisions ou quelques points sur lesquels moi, parce que je ne suis pas libanaise, donc j'ai un regard extérieur, je voudrais revenir. Et ensuite, après, je voudrais peut-être vous dire comment est abordée une discussion de restructuration de dette, en parlant justement des acteurs autour de la table et en disant, voilà comment il faut s'organiser, on peut s'organiser, et un peu en donnant ce qui a été réussi et ce qui a été moins réussi dans certains des exemples récents, qu'on puisse prendre l'Argentine, la Grèce ou d'autres cas. Alors, il est tout à fait vrai que, et je ne refais pas de l'histoire, le Liban, quand on le regarde d'un point de vue économique, il était confronté, là je parle fin 2019, à des déséquilibres financiers qui étaient absolument importants, qui avaient atteint des niveaux sans précédent. Mais comme ça a été dit à juste titre, ça ne date pas de 2019, ça ne date même pas de 2018. Enfin, ce qui est assez extraordinaire, c'est que toute personne qui regardait le Liban de manière froide, dépassionnée, et qui se disait, est-ce que je vais investir dans de la dette libanaise ? Moi, si j'avais été un investisseur à ce moment-là, je n'aurais pas investi dans de la dette libanaise. Donc, ça pose aussi la question, pour des raisons qui ont pu être citées précédemment, donc, ça pose la question de pourquoi on investit dans la dette libanaise, pourquoi vous avez des fonds étrangers qui ont investi dans la dette libanaise, dans des eurobonds, dans ces fameuses obligations. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait ? Qu'est-ce qu'ils espéraient ? Et on sait qu'une partie de la réponse était que parce qu'en effet, ça permettait d'avoir des taux de rendement qui étaient jugés satisfaisants ou au-dessus d'autres taux de rendement dans un environnement de taux bas, et on a peut-être été peut-être moins regardant sur en fait la base quand même juste macroéconomique d'un pays qu'on devrait regarder. Alors, qu'est-ce qui s'était passé ? Bien sûr, une politique budgétaire extrêmement expansionniste, un taux de change absolument surélevé, et donc ce qu'on appelle en économie un déficit permanent de la balance courante qui était très très important et dont on sait que quand on a ça, ça ne peut pas fonctionner d'une manière ou d'une autre. Et quand en plus vous rajoutez à ça que vous avez des importations extrêmement élevées, que vos exportations sont très modestes, pour plein de raisons on peut y revenir, mais peu importe, gardons juste ces deux données, vous avez clairement une détérioration de ce qu'on appelle la position nette. Donc tout ça est quelque chose dont on sait qu'on n'en sort pas de manière positive si on ne le résout pas. Vous rajoutez à ça des phénomènes aggravants qui peuvent être quand évidemment on importe du pétrole et de l'énergie, c'est évidemment, quand les cours augmentent, ça grève évidemment le budget. Vous rajoutez des réfugiés qui évidemment ont
jouer quelque part un impact sur l'équilibre économique. Je ne parle pas d'autres choses, je regarde juste d'un point de vue économique. Et tout ça qui, quelque part, déséquilibre quelque chose qui était déjà très déséquilibré, donc qui sont des facteurs supplémentaires. Donc, en effet, il y a beaucoup de pays au monde qui ont des situations dans lesquelles vous avez des déficits de la balance courante. Hein. Sauf qu'en effet, il y a le cas particulier du Liban et il y a d'autres pays qui ont des diasporas importantes, mais à ce niveau-là de diaspora et en effet de lien entre la diaspora et le pays d'origine, il y en a finalement assez peu. Si vous prenez par exemple la diaspora arménienne, ce qui était une comparaison que j'ai toujours trouvé intéressante à faire, elle est également assez en réussite à l'extérieur. Elle a par contre des liens avec son pays d'origine, qui, en tout cas en termes financiers, qui sont beaucoup moins forts que ce qui pouvait exister au Liban. Et au-delà de évidemment de l'attachement au pays, etc., il y a dans cette approche de lien entre la diaspora et le pays, ce qui a été créé comme système financier, ce qui a été dit et rappelé, c'est-à-dire une incitation à venir investir avec des taux qui étaient extrêmement élevés et qui ont permis justement de maintenir ce système dans lequel on investissait dans quelque chose qui n'était pas soutenable. Là, je parle encore une fois juste financièrement, ce qui est mon domaine, le reste n'est pas le mien, mais comme on compensait par des taux très, très, très élevés, on savait, n'importe qui regardait les choses de manière calme et rationnelle savait que ça ne pouvait pas durer, mais en effet, par le fait de durer, c'était devenu, finalement, ça dure, donc ça dure. Donc, avec ce phénomène classique de on repousse les choses. Et donc, tout ça a en effet permis quelque chose d'extrêmement malsain globalement parce que ne reflétant aucun équilibre économique réel ni aucune situation économique réelle. C'est pour ça que quand on parle de montant de dette, il y a tous les chiffres même qui existent sur la dette libanaise. Il y a 300%, il y a 200%, il y a 100%, parce que ça dépend évidemment aussi dans quelle monnaie vous le regardez. Ça a été dit tout à l'heure, il y a des monnaies entre guillemets artificielles qui ont été créées. Si on a besoin de se convaincre de ça, regardez les multiples taux de change qui existent actuellement. Quel est ou le taux de change faire au Liban actuellement? Assez difficile à dire. Est-ce que c'est celui qui est le plus en vigueur actuellement? C'est des marchés tellement limités qu'on ne peut pas vraiment dire que ça répond à une loi d'offre et de la demande. Bon. Donc, tous ces chiffres-là, ce qui rajoute à la complexité en fait, de ce qu'on dit, sont des chiffres qui peuvent être contestés, contestables et qui sont globalement des sommes évidemment gigantesques et qui ne font que refléter un système qui est complètement bloqué. Alors, là où peut-être, mais ça serait un débat et c'est peut-être pas le lieu, là où peut-être certaines choses auraient pu être évitées. Et là, encore une fois, c'est un point de vue financier dont je parle. Il y a quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé, qui sont la nécessité de réformer et de prendre certaines actions. Quand vous avez, je prends la compagnie d'électricité parce que c'est le symbole le plus éminent qui est souvent cité, qui pèse autant sur le budget. Mais tout comme vous aviez d'ailleurs des paiements d'intérêts qui pesaient tout autant sur le budget de l'État, enfin tout autant, même beaucoup plus sur le budget de l'État. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas avoir 25% de vos dépenses totales d'un État qui sont des paiements d'intérêts, tout comme vous ne pouvez pas avoir 10% et au-delà de votre budget qui est mis dans une compagnie d'électricité dont on sait que c'est une entreprise déficitaire. Donc, tout ça sont des choses dont on savait que c'était des problèmes qui devaient être gérés, qui n'ont pas été gérés, qui se sont accumulés. Quelque part, j'ai envie de dire, peu importe pour moi en tant que dans ma fonction, quelles ont été les raisons. Le fait est de dire que c'est là où on en est actuellement, et le fait est également de dire que c'est une situation intenable, ingérable, et qu'il faut évidemment, alors on appelle ça réforme. Mais je suis aussi d'accord au point dans la manière de dire, quand on parle d'une réforme, on parle en fait d'une reconstruction, parce que réformer sur quelque chose qui ne tourne pas n'est pas une réforme. Bon, donc c'est en effet ça le défi de cette restructuration. Alors, de quoi parle-t-on actuellement? On parle de dette immense, on parle de créanciers de nature différente, puisque vous avez tout autant la Banque du Liban centrale, la Banque centrale, que les banques libanaises
les banques libanaises, n'oublions pas non plus qu'on parle aussi de dépôts, de déposants quand même, quand on parle de banques. Donc, le système lui-même, plus des créanciers, même s'ils sont très largement minoritaires, des créanciers extérieurs qui détiennent la dette du Liban. Ça, c'est une d'ailleurs des caractéristiques de cette dette qui n'est pas du tout, entre guillemets, commune aux grandes restructurations, grandes voulant dire massives, qu'on a pu connaître, puisque en Argentine, par exemple, vous aviez dans les dernières restructurations qui ont pu se faire beaucoup plus de créanciers internationaux en termes de pourcentage. Vous aviez, par exemple, pour la Grèce, des types de créanciers qui étaient différents et qui n'étaient pas les banques commerciales, si je schématise, d'un pays. Donc, la nature de votre créancier va aussi influer quelque part sur la manière dont vous regardez votre restructuration de dette et dans la manière dont vous allez regarder la manière de vous sortir de cette ornière-là. Parce que le fait d'avoir un système bancaire qui est après incapable de jouer son rôle, qui est le fait de financer l'économie, pose problème. Je ne connais pas d'économie qui marche sans système bancaire, quel qu'il soit. Et encore une fois, c'est de poser les bases que de dire ça. Il est difficile de penser qu'une économie peut fonctionner après sans financement extérieur. Et on reviendra pour comprendre ce que veut dire un financement extérieur. Pour un financement extérieur, il faut de la confiance, il faut de la visibilité, il faut des cadres réglementaires qui permettent de faire. Et il faut évidemment, quand on finance quelque chose, qu'on finance quelque chose de durable, de soutenable, et donc qu'il y ait un plan économique viable pour le pays, en tenant compte de la réalité du pays. Et il est évident que la réalité du pays actuel est exactement la réalité tragique décrite, qui consiste à avoir énormément de gens, et de jeunes entre autres, mais pas que, qui ont quitté le pays. Enfin, le chiffre le plus affolant est celui des demandes de visa, en particulier vers le Moyen-Orient, mais vers les pays du Golfe, mais pas que, au cours des derniers mois, de gens en effet qui quelque part, sont partis. Et ça a été très bien dit, ceux qui pouvaient partir sont partis, ceux qui restent sont ceux qui ne pouvaient d'une manière ou d'une autre pas partir. Donc, il y a la reconnaissance tout simplement de cette situation-là, qui est indispensable quand on pense à une restructuration et à une reconstruction. Il y a la reconnaissance également, et ça a été expliqué, mais c'est quelque chose qui de temps en temps dans des restructurations financières ne sont pas prises en compte, qui sont les considérations spécifiques d'un pays. Vous ne restructurez pas la dette de la même manière en Argentine que vous le restructurez en Grèce, que vous le restructurez au Liban, parce qu'il y a une équation d'économie politique qui fait que certaines choses sont acceptables ou pas acceptables dans certains pays, qu'il y a certaines caractéristiques qui sont acceptables ou certaines réformes qui sont acceptables ou pas dans un pays. Juste pour prendre rapidement un exemple très frappant pour la Grèce, une des choses que le Fonds monétaire et d'autres, la Troïka, demandaient de manière très forte, c'était absolument le fait d'abolir des augmentations de retraite ou le fait d'avoir des 13e, des 14e mois de retraite. Alors quand on dit ça comme ça, ça semble être une évidence de devoir faire ça. Mais faisant fi du fait que les structures familiales grecques faisaient que quand les grands-parents, les arrière-grands-parents touchaient la retraite, c'était instantanément redistribué dans le reste de la famille, tout simplement parce que les structures familiales étaient comme ça. Et donc, en fait, aider les retraites était en fait aider à la consommation, étant donné la manière dont les structures étaient construites. Et donc, c'est évidemment quelque chose qu'il faut essayer de prendre en compte pour après savoir organiser des plans de reconstruction, des plans de réforme qui sont réalistes, parce qu'on peut se faire plaisir en écrivant 100 pages de réformes. Si ces réformes ou si ces mesures de reconstruction ne sont jamais prises, ça n'a absolument aucune utilité. Et beaucoup, en effet, s'illusionnent et se font plaisir sur des listes de réformes qui, quelque part, sont censées produire des résultats, mais comme elles n'arriveront jamais, ne produiront aucun résultat. Et pourtant, on aura, a priori, demandé aux différentes parties de faire des sacrifices, et en particulier à la population libanaise. Donc, ce qu'il s'agit maintenant, et c'est le grand défi, c'est qu'il y a une nécessité d'aller chercher
de l'argent frais, puisque dans ce qui a été expliqué du recyclage d'argent qui s'est fait entre différentes poches, ne peut perdurer ce recyclage et doit être... Pardon, vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Ça va. On a reconnecté l'électricité. C'était une coupure comme au Liban. Donc ne peut quelque part être reconstruit et recommencer rien sans qu'il y ait ce que j'appelle de l'argent frais, de l'argent nouveau, de l'argent neuf. Donc une fois qu'on dit ça, comment le faire, comment aller chercher cet argent ? Et c'est là tout le débat. C'est là où on peut aller le chercher auprès d'États qui vous le donnent d'État à État, que ce soit un État vers un autre État, que ce soit un club d'États vers un autre État. C'est ce qui a pu être tenté et ce que d'autres pays d'ailleurs, qui peuvent être dans certaines difficultés financières, tentent actuellement. Et typiquement, les pays du Golfe ont pu précédemment fournir de l'assistance financière avec des fonds extérieurs nouveaux. Il y a le fait d'aller vers le Fonds monétaire international qui donne, sous condition, et j'y reviendrai, des ressources qui donnent après un déblocage de ressources, que ce soit de la Banque mondiale ou que ce soit dans le cas du Liban, de ce qui avait pu être décidé dans le cadre de la conférence CEDRE, où là il y avait de l'argent qui avait été prévu pour des investissements. Et évidemment, après, à terme, le fait d'avoir renoué suffisamment de confiance pour aller chercher des fonds auprès d'investisseurs étrangers de manière plus classique, telle que les pays le font habituellement. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on voit bien que toutes les formes que je viens de décrire là se font avec des conditions. De l'argent des pays du Golfe a des conséquences évidemment géopolitiques, au-delà du fait des taux qui peuvent être pratiqués, qui doivent évidemment être acceptables. Et donc, ne va pas sans, quelque part, quand j'appelle ça un abandon de souveraineté, je veux dire des conséquences. Quand un pays vous prête, il y a forcément, un pays prête à l'autre, il y a forcément des contreparties, quelles qu'elles soient. La deuxième des choses, par exemple, de faire appel au Fonds monétaire international, qui est ce que le gouvernement actuel envisage, est en fait, dans la réalité, quelque chose d'extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que le Fonds monétaire, traditionnellement, ne prête pas d'argent à moins d'un an d'une élection. Donc après, il y a toujours des règles qui sont faites pour avoir des exceptions, mais c'est un des points. La deuxième des choses est que le fonds demande toute une série de choses, et donc on appelle ça des prior actions, donc qui sont des actions qui auraient dû être prises avant que l'argent soit déboursé, qui évidemment se heurtera à la réalité de l'exécution. Et enfin derrière, ce qu'ils vont dire est le fait de ramener une trajectoire budgétaire saine. Et donc, dans cette trajectoire budgétaire saine, ça se fera avec des ajustements extrêmement importants. Et évidemment, dans ces ajustements, il y aura des gens qui devront payer l'ajustement. Et ça pose toute la question, en fait, aussi morale des restructurations, qui est de dire où est la valeur, comment doit-on se répartir la valeur, d'où aussi ce qui a été perdu, et comment est-ce qu'on se répartit ces choses-là de manière à ce que ce soit le plus juste possible et de manière aussi à ce que ce soit le plus efficace possible après économiquement. Et là, évidemment, pour reconstruire, il y a énormément d'atouts, bien sûr, au Liban, dont le fait d'avoir une population extrêmement bien formée, qui est quand même quelque chose qui est un atout extraordinaire et qui fait que si on ne l'a pas, on perd beaucoup de temps par rapport à une reconstruction. Mais il y a également l'économie tout entière à reconstruire, à refaire, à remonter, avec après les flux financiers qui vont bien. Alors, d'autres pays se sont trouvés confrontés à cette situation-là. Ça demande énormément de courage, ça demande le fait de remettre énormément de choses à plat. Et c'est là toute la difficulté, quelque part, de l'équation entre un ajustement brutal, même s'il a déjà été extrêmement brutal pour les populations, et le fait de transitionner un peu plus en douceur, le temps de mettre tout ça en ordre de marche, dans une situation qui est généralement la manière dont les choses sont faites, mais dans une situation où les choses ont déjà été tellement violentes que quelque part, seule une certaine radicalité permet d'avoir
non seulement des résultats, mais également une crédibilité quant à sa possibilité d'arriver à terme, parce que sinon, on peut s'illusionner sur le fait d'arriver à des choses. Et encore une fois, on peut faire dire à des modèles financiers beaucoup de choses. L'Argentine, c'est ça par cœur, et ça fait qu'on restructure régulièrement et de manière permanente des choses où on reparle des mêmes problèmes régulièrement. Quand c'est pas tous les 1 an, c'est tous les 18 mois. Et quand c'est pas tous les 18 mois, c'est parce qu'il y a une embellie de marché ou quelque chose de favorable qui fait qu'on n'a pas forcément, qu'on a pu jouer ou surfer sur les vagues. Donc voilà ce qui se passe. Les équations financières ne sont qu'au service d'un programme politique. Quand je dis ça, c'est d'une volonté politique, et on ose espérer qu'une volonté politique soit celle qui est souhaitée par les citoyens. Donc, ça, c'est le lien entre citoyens, démocratie, politique, c'est ce qui a évidemment été abordé. La finance peut après être au service, quand elle est bien utilisée, de cette mise en œuvre de plans, et permettre le fait de transitionner vers quelque chose de plus sain, dont on sait qu'il peut, à terme, en termes de projet, produire de la richesse pour tous. Et là, on est dans une situation où tout est en effet à reconstruire, mais dans lequel le temps et le fait de traîner n'a fait qu'aggraver la situation, dans lequel des recettes classiques sont extrêmement compliquées à mettre en œuvre. Et une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas continuer avec des déficits permanents qui sont absolument ingérables. Et donc, on est obligé quand même de répondre à certaines lois financières pour rééquilibrer tout ça, en gardant évidemment la possibilité de développement du pays, et donc en ayant un système bancaire, par exemple, puisqu'on parlait d'eux, sain, sans banque sponsorisant et finançant l'économie, j'entends l'économie réelle, il est difficile pour un pays de fonctionner, chaque pays l'expérimente. Voilà les quelques mots que je voulais vous présenter. Merci Anne-Laure. J'ai eu le sentiment dans votre dernière présentation de ce qu'il faut faire, c'est exactement l'inverse de ce qu'on a fait. L'image est absolument frappante parce que votre description de ce qu'il y a à faire, c'est exactement l'inverse de ce qui a été fait. Mais je veux d'abord passer la parole à Gaël, parce que Gaël, il y a une phrase qui a été dite tout à l'heure qui est quand même terrible. La société est devenue la variable d'ajustement. Et ça, je n'ai pas oublié. C'est une phrase terrible parce que ça montre la douleur et la réalité qui se situe derrière ce qui s'est passé au Liban. Et j'aimerais bien vous entendre à votre appréciation de situation. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous me voyez ? Parfaitement. Parfait. Merci. Oui, je souscris complètement au diagnostic qui a été posé par Charbel. Je dois dire tout de suite que moi non plus, je ne suis pas libanais, je ne vis pas au Liban. Donc, évidemment, tout ce que je vais dire, je le dis avec des pincettes et sous le contrôle de Charbel, bien évidemment. Peut-être une manière de comprendre, disons, le diagnostic que j'essaie de poser dans le prolongement de ce qu'a dit Charbel, qui est de dire, au fond, la crise libanaise n'est pas unique, n'est pas propre au Liban. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a de structurel dans cet état de fait qui est capable de se reproduire dans d'autres pays ? Et alors, il me semble que si on se pose cette question, alors il y a 4 grands sujets qu'il faut regarder. D'un côté, l'accès aux ressources naturelles du pays. De l'autre côté, l'économie financière. Troisièmement, l'état de droit. Et quatrièmement, la nature des réseaux de distribution. Distribution d'eau, électricité, essence, transport, tout. Alors, si je prends le premier point, l'accès aux ressources. Alors, c'est pas une découverte, hein, tout le monde sait ça. Le Liban n'a pas de pétrole, n'a pas d'agriculture intensive, n'a pas d'industrie, essentiellement. Je caricature un peu, mais voilà. Sa richesse essentiellement vient du secteur bancaire et de sa capacité à attirer les capitaux étrangers. Et donc, du coup, ça a déjà été dit, mais je le redis, le Liban importe 85% de ses besoins alimentaires et d'équipement. Des importations qui, essentiellement, se monnaient en dollars. Et donc, il y a un déséquilibre fondamental dans l'économie libanaise. Alors, on pourrait dire, si on veut reconstruire quoi que ce soit, le premier sujet, c'est d'abord qu'il y ait une économie et une société libanaise, comme telle. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en fait. Ce qui n'a pas été le cas, ce qui n'est plus le cas depuis des années, si jamais ça a été le cas un jour. Donc, c'est le premier point à signaler, c'est-à-dire qu'il y a une vulnérabilité de la libanaise intrinsèque, liée au fait qu'il n'y a pas les ressources sur place pour faire la révolution industrielle, si vous voulez, si on pense à disons, un modèle du type industrialiste, ce qui n'est pas forcément la solution aujourd'hui, mais
Bon, et donc, on a une économie qui est intrinsèquement très, très fondamentalement dépendante de ces importations, y compris pour les besoins alimentaires du pays, et donc qui est très fortement dépendante de la valeur de sa monnaie, puisque c'est la valeur de sa monnaie qui lui permet d'acheter des importations. Alors, l'emballement de la dette publique, dont on a déjà parlé, 180% du PIB aujourd'hui, qui n'est pas du tout exceptionnel. Je veux dire, la Grèce était à 180, elle est toujours à 180 aujourd'hui. Le Japon est à 250, l'Italie est à 165, 170. Bon. Mais ça a provoqué en 2018 une chute brutale de la valeur de la livre libanaise. Alors, comme l'a rappelé Charbel et comme l'a redit Anne-Laure d'ailleurs, on ne sait pas très bien à quelle parité il faut se fier, mais si on prend la parité de ce que me racontent moi mes amis jésuites qui vivent sur place, à Beyrouth en tout cas, ou dans la plaine de la Bekaa, donc vous l'aviez redit tout à l'heure, pendant des années, l'indexation a été à 1507 dollars la livre, 1507 livres libanaises le dollar, et moi ce que j'entends c'est qu'aujourd'hui on est à 11 000. Donc, 19 500 ce soir. 19 500 ce soir, voilà. Bon. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un véritable phénomène d'hyperinflation. Les prix ont au moins doublé ou triplé en quelques semaines. Ce que j'entends dire, c'est que le prix d'un paquet de spaghettis aujourd'hui, c'est l'équivalent de 5 € en Europe et que plus de 65% de la population vit aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Dans un contexte où il y a eu une baisse du salaire moyen libanais à 100 $, alors qu'il était à plus de 1000 ou près de 1000, disons, avant 2018 ou 2017, et que donc, l'inflation galopante a fait que, au minima, les prix des produits alimentaires de base ont été multipliés par 10, avec en plus au moins 40% de la population qui est au chômage. Donc c'est ça alors si vous voulez, le déséquilibre fondamental, c'est une dépendance très forte par rapport aux importations et une monnaie qui du coup est la variable cruciale et lorsqu'elle s'effondre rend impossible la prolongation d'une économie, le prolongement d'un système qui est intrinsèquement très déséquilibré. Deuxièmement, l'économie financière. Alors on l'a dit on l'a décrit en détail à la fois Charbel et Anne-Laure. Donc j'aurais dit juste, je peux raconter ça à titre personnel. Il y a 5 ans, j'ai participé à une réunion du FMI à Washington. J'étais à ce moment-là le chef économiste de l'Agence française de développement, où il était déjà clair à l'époque pour tous les interlocuteurs qui étaient autour de la table que le Liban allait vers un effondrement et que la Banque centrale du Liban était en train de construire une gigantesque pyramide de Ponzi. Ça a été dit explicitement autour de la table. Mais nos interlocuteurs du FMI nous ont dit, écoutez, c'est un château de cartes extrêmement fragile. La meilleure des choses à faire, c'est de surtout pas bouger le petit doigt, parce que ça va faire s'effondrer les cartes tout de suite. Et alors, on peut poser la question, pourquoi le FMI, il y a 5 ans, décide de ne rien faire alors que le diagnostic est déjà posé et qu'on sait que de toutes les manières, ça se terminera mal, puisqu'on sait qu'une pyramide de Ponzi, indépendamment de la question de la légalité de la pyramide, en plus, ce n'est pas légal, mais indépendamment de ça, on sait qu'une pyramide de Ponzi se termine toujours mal, par construction. Donc, alors, on pourrait se poser la question, et moi, je pose la question et je n'ai pas la réponse. Ce que j'entends, c'est que pendant ces quelques années qui ont été gagnées grâce à disons au fait qu'on ait fermé les yeux, que la communauté internationale ait fermé les yeux, les banques libanaises, et Charbel l'a redit à sa manière, en ont profité pour exporter une partie des capitaux dont elles disposaient dans un certain nombre de paradis fiscaux, comme la Suisse, la France. Alors, la question que je pose, c'est, et je ne dis pas ça du tout pour céder à une espèce de théorie du complot, mais est-ce qu'on a fermé les yeux pour permettre au secteur bancaire libanais de faire ses affaires? Vous voyez, je pose la question. Alors aujourd'hui, Anne-Laure l'a rappelé, donc le FMI propose une aide en échange de réformes dites structurelles. Une partie de ces réformes, outre l'austérité budgétaire, qui à mon avis serait une catastrophe, sont aussi fondées sur la création de nouvelles taxes, comme la hausse des impôts sur l'essence ou la création d'une taxe sur l'utilisation de WhatsApp. Alors je comprends que ce serait catastrophique. C'est-à-dire, ce qui reste quand même dans le pays, c'est la capacité de se socialiser. WhatsApp en fait partie, indépendamment de tout ce qu'il y a de tordu dans les algorithmes utilisés par WhatsApp. Et si vous mettez un impôt là-dessus, vous êtes de nouveau en train de faire payer les plus pauvres. Pendant ce temps-là, le secteur bancaire s'oppose à une restructuration de la dette, donc à l'effacement d'une partie des créances. Et donc, à mon avis, c'est quand même là aussi que se situe une partie du débat. C'est-à-dire, est-ce qu'on va essayer de faire payer le coût de cet énorme effondrement par les plus pauvres, ou est-ce que le secteur bancaire va enfin accepter de prendre sa part du coût de ce qui se passe? Troisième point, l'état de droit. Alors, Charbel l'a dit aussi, mais à mon avis, ça fait quand même un bon moment, si je comprends bien, que la comptabilité de l'État n'est pas rendue complètement publique. Ça fait plus de 10 ans qu'il y a une partie de la comptabilité publique de l'État libanais qui n'est pas accessible publiquement.
et que, par exemple, il y a eu plusieurs milliers d'emplois fictifs créés dans la fonction publique, notamment pour acheter la paix civile. Voilà, et que donc, bon, Charbel l'a dit, c'est plus encore que de la corruption. Mais disons, il y a un rapport à l'état de droit au Liban aujourd'hui qui est devenu extrêmement, on va dire, problématique, pour dire les choses de manière extrêmement gentille. J'y reviendrai dans un instant. Hein. Et puis, quatrièmement, la question des réseaux de distribution. Alors, ce que je comprends d'un rapport de McKinsey, c'est que le réseau électrique libanais, auquel d'ailleurs Anne-Laure a fait allusion, serait le 4e réseau le plus déficient au monde. Alors, nos amis libanais finissent par s'habituer aux coupures d'électricité. Le réseau n'est pas entretenu, donc ils doivent payer des générateurs de quartier au fioul pour pallier les coupures. Mais depuis le printemps 2020, à la fois le mauvais temps puis la pénurie de fioul font que même ça ne marche pas. Donc, il y a un certain nombre d'hôpitaux aujourd'hui qui n'assurent plus leurs services hospitaliers puisqu'ils n'ont plus d'électricité. Alors, donc il y a une vraie difficulté au niveau de l'acheminement d'un certain nombre de ressources élémentaires, l'électricité, l'eau également, l'eau potable. Alors, pour s'approvisionner, une partie des Libanais, aujourd'hui, doit faire appel à des citernes et des fournisseurs privés. Et tous ceux qui ont travaillé dans le développement savent bien qu'à partir du moment où on appelle les camions-citernes pour apporter de l'eau potable, c'est-à-dire que c'est la fin de l'accès à l'eau potable pour les plus pauvres, hein, puisqu'elle a toujours un prix qui est toujours supérieur à ce que les plus pauvres de la société peuvent payer. L'UNICEF, cet été, a alerté la communauté internationale sur un risque d'effondrement du système d'approvisionnement en eau au Liban. Et nous savons tous qu'on peut survivre très difficilement, mais on peut survivre sans électricité pendant quelques heures ou quelques jours. Personne ne peut vivre sans eau. Voilà. Alors là-dessus, il y a une question que je pose également. J'ai pas de réponse par rapport à ça, mais je comprends que la proximité, disons, de la frontière syrienne joue un rôle dans l'effondrement du système de distribution des ressources alimentaires en eau et en électricité au Liban. C'est-à-dire que, en fait, c'est beaucoup plus lucratif d'aller vendre ce que vous possédez en Syrie que d'aller le vendre au Liban. La frontière qui fait plus de 300 km de long n'est pas bien tenue et donc vous avez plein de points de passage illégaux qui vous permettent, dès que vous avez un produit de première nécessité ou du matériel médical, d'aller le revendre 4 ou 5 fois le prix libanais, d'aller le revendre en Syrie. Alors, peut-être que c'est un phénomène mineur, je ne sais pas, il faut demander à Charles Ben, ça m'intéresserait d'avoir ton avis. Mais en tout cas, je comprends que, d'une manière qui est finalement relativement proche de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe encore au Venezuela, le système de distribution lui-même s'est effondré, en partie à cause, disons, des relations géopolitiques extrêmement, on pourrait dire, malsaines avec la Syrie et de la priorité accordée à la Syrie, notamment par le Hezbollah, pour ne pas le nommer. Alors, si j'essaie de prendre un tout petit peu de recul par rapport à ces 4 points, l'accès aux ressources naturelles, le système financier, l'état de droit et le système de distribution. Et pour faire un tout petit peu écho à ce qu'a dit Charbel, j'aurais tendance à dire la chose suivante. Il me semble que, on pourrait dire au fond, il y a 4 grands schèmes qui structurent nos économies et nos sociétés, qui sont d'un côté le schème de la propriété privée. Et Charbel a rappelé que c'était finalement quelque chose de récent dans la société libanaise. C'est une invention du droit romain. Donc au fond, à l'échelle de l'humanité, c'est assez récent. Ça fait 2000 ans, pas plus. La propriété privée. La question de l'état de droit et de la sphère publique, en gros l'État, sur lequel Charbel est revenu. Et ça, pour ce qui est de l'Europe, c'est la réforme grégorienne au XIe siècle, calquée elle-même sur l'Empire romain, donc c'est encore plus récent. Et la question, c'est comment lui permettre à cette instance d'être légitime dans une société. Et puis, il y a 2 autres grands schèmes qui sont d'un côté le tribal, à mon avis, et de l'autre côté le commun. Le commun, on connaît tout ça maintenant, c'est Elinor Ostrom, le prix Nobel en 2009, et tout ce qui tourne autour des commoners et du commoning, c'est-à-dire le partage des ressources dans, disons, des systèmes de démocratie partagée. Et puis, il y a le tribal, que Charbel a décrit. Et donc, quand même, moi, j'ai l'impression que ce que tu disais, Charbel, c'est ce dont souffre la société libanaise aujourd'hui, c'est d'un blocage massif lié à la tribalisation de sa société qui gangrène l'état de droit et donc la sphère publique et qui rend très difficile, sinon impossible, au moins à ce stade, l'érection d'un État digne de ce nom qui permette de faire au moins respecter la loi au Liban. Alors, si on prend un tout petit peu plus de recul encore et on se dit, mais au fond, c'était quoi la grande promesse des Lumières au XVIIIe siècle ? Il y avait 3 aspects. Il y avait un aspect qui était, premièrement, la désacralisation du pouvoir. On coupe la tête du roi et on décide que ce n'est plus la religion qui va nous dicter nos grands compromis politiques et sociaux. Et ce que j'entends, c'est qu'en fait, ça n'est pas le cas au Liban. C'est-à-dire qu'on a reconfessionnalisé une bonne partie du débat public au Liban. Donc, on n'est plus, disons, on n'est plus dans la
problématique des Lumières, telle qu'elle peut être, en tout cas, telle que quelqu'un comme Charbel, à mon avis, peut la défendre. Deuxièmement, donc ça, disons, c'est plutôt du côté de la liberté. On est libre par rapport à des instances hétéronomes, comme le religieux, ou l'histoire, ou la nature, qui nous dirait ce qu'on a décidé ensemble. Deuxièmement, l'égalité devant la loi, l'égalité de tous devant la loi. Et donc l'état de droit, la séparation des pouvoirs, Montesquieu. Mais là, ce que j'entends de ce que dit Charbel, c'est que là aussi, ça n'est plus respecté à cause de cette, disons, tribalisation de la société libanaise. Et puis, troisièmement, parce que nos révolutionnaires du XVIIIe siècle étaient des bourgeois, le troisième grand pilier des Lumières, c'est la propriété privée, qui devient un droit sacré et inaliénable, ce qu'elle n'a jamais été précédemment. Ce n'est pas du tout dans la grande tradition chrétienne européenne, hein, du tout. C'est une invention, en fait, du XVIIe et XVIIIe siècle anglais, rapatriée par les révolutionnaires français, qui en font un droit sacré et inaliénable. Et là aussi, Charbel l'a dit, en fait, c'est quelque chose de relativement récent dans l'économie libanaise, qui est manipulé et réinterprété à des fins, disons, de maintien de la tribalisation de la société. C'est ce que tu disais tout à l'heure, à mon avis, quand tu disais qu'il y a un coût à la loyauté, on achète la loyauté, et c'est là, disons, que le schème du privé intervient dans le mode de socialisation libanais aujourd'hui. Voilà. Alors, moi, il me semble, hein, c'est un défi aujourd'hui qui n'est pas propre au Liban que de réactiver ce programme. Et ce que je comprends dans, disons, le positionnement, y compris politique de Charbel, c'est qu'il s'agit de réinventer un programme des Lumières 2.0 pour le Liban. C'est de ça dont il s'agit, rien de moins que ça. Mais ce n'est pas propre au Liban. Enfin, je veux dire, à mon avis, nous sommes confrontés à une problématique tout à fait analogue en France et aux États-Unis, là où je me trouve aujourd'hui. Voilà. Donc, je serais très intéressé d'avoir un écho à la fois de Charbel et d'Anne-Laure sur ce que je viens de dire. Merci Gaël. J'aimerais seulement au passage noter... Vous avez tout de suite des perspectives qui, comme ecclésiastiques, sont toujours pour nous un peu surprenantes parce que pour vous, le XIe siècle, c'était hier. Oui. À l'échelle de l'histoire de l'Église, oui, c'était avant-hier. Disons, on n'est pas habitué à ce genre de dimension, mais enfin, c'est bien de mettre tout ça en perspective. Je vais bien entendu, Anne-Laure comprendra aussi, Gaël aussi, vraiment, nous sommes tous impatients d'avoir la réaction de Charbel à tout ce qui a été dit. Parce que beaucoup de choses ont été dites. Anne-Laure nous a dit, mais les solutions, on les a. Ces problèmes financiers, on peut les régler. C'est une décision ensuite politique de mettre en place les mécanismes et ça doit être adapté aux réalités libanaises. Il y a une chance libanaise extraordinaire que d'autres n'ont pas eue, que certainement les Argentins n'ont pas. C'est que les Libanais restent malgré tout attachés à leur pays. Il y a toujours des ressources libanaises à l'extérieur. Et s'il faut faire appel à des fonds, peut-être que les Libanais seraient demain de nouveau prêts à mettre des moyens à disposition. Il y a des chances dans ce malheur de la construction libanaise, mais c'est un nœud de problèmes absolument inextricable pour vous, vu de l'extérieur. Charbel, comment réagissez-vous à tout ce qui a été dit? Je vous remercie de m'accorder encore un peu de temps. Je vais essayer d'être bref et de reprendre un tout petit peu des remarques qui ont été proposées par Anne-Laure et Gaël, donc, qui complexifient et enrichissent ce que j'ai essayé de raconter. Enfin, voilà. Bon, quelques remarques que j'ai notées. Nous n'envisageons pas la question comme étant un problème auquel il y aurait une solution, parce que ça suppose qu'il y a un problème, qu'il y a un diagnostic. Évidemment, c'est réconfortant en classe, en arithmétique, je ne sais pas moi, en 8e ou 7e, hein, il y avait un problème défini, et puis il y avait une réponse juste, et tout le reste était faux. La vie serait trop simple si c'était assimilable à cela. Voilà. Donc, et en plus, les choix politiques dans les moments de crise sont des choix incertains et qui plus est, qui jouent sur des décalages et des rythmes temporaires longs qui peuvent être des millénaires, hein, qui soient d'influence matérielle ou symbolique. Enfin, pour revenir donc au point de départ, au diagnostic. Écoutez, pour ma part, il ne s'agit pas d'un problème de dette publique au Liban. Il s'agit d'un problème d'hyperfinanciarisation de la société, et si on doit voir qu'est-ce que c'est que la dette, c'est les dépôts, hein, c'est les dépôts bancaires. Parce que la dette publique, qu'il y a eu beaucoup de dépenses, les dépenses ont été faites pour acheter les loyautés, mais acheter les loyautés, ça veut dire aussi maintenir le pouvoir d'achat des plus pauvres, hein, parce que c'est ça aussi. Hein. Et même quand les riches se mettent, les riches qui soient détenteurs de capitaux financiers ou symboliques, ils sont
en cela en train, là aussi, de remplir un rôle. Parce que les banquiers qui se sont mis plein les poches, qui ont construit de superbes bâtiments en sponsorisant des trucs divers et variés, ben c'est un peu comme ça qu'ils inspiraient confiance. Ça se paye, la confiance. Ça s'achète. Hein. Et puis on amène des consultants, et tout ça, ça fait la confiance. On fait des beaux bâtiments, on fait des expos. Hein. Ça fait partie du métier. Il faut afficher des résultats et des bénéfices, sans quoi il n'y a pas de confiance dans les banques. C'est quand même très particulier, le métier de banque. Enfin, je le connais un peu. Bon. Et pareil, pour un chef doit avoir une belle résidence, doit avoir des gars autour de lui, etc. Sinon, il n'inspire pas confiance. Il faut être chef. Hein. Donc, il ne faut pas croire que ça soit des ratés du système. Ça, c'est des conditions même d'exercice. Donc, il y en a qui en font un peu trop, pas assez. Mais bon, quand même, ne jouons pas aux moralistes. Hein. Donc, cela étant dit, donc, il ne s'agit pas de dette publique, parce qu'à certains moments, et notamment vous avez parlé du cours du pétrole, vous savez, quand les cours du pétrole montent, l'afflux de capitaux augmente, et les banques regorgent de sous. Et là, l'État libanais a emprunté bien au-delà de ses besoins de financement, en gros entre 2007 et 2012, parce qu'il y avait tellement de sous qui rentraient, il fallait rentabiliser les banques pour qu'elles puissent continuer à payer les déposants, et l'État s'est surendetté bien au-delà de ses besoins de financement. Donc, je pense que restreindre la chose à un problème classique de soutenabilité de la dette, déficit primaire, machin, etc., est une réduction injustifiée. Bon, alors, deuxième point, l'affaire des réfugiés. Alors là, il y a des causes externes. Oui, bien sûr, il y a toujours des causes externes. Enfin, il y a une dynamique interne qui est systématique. Les réfugiés, on parle des Syriens, évidemment, parce que les Palestiniens, on n'en parle plus. Ça y est, tout le monde trouve que l'État d'Israël est quelque chose de légitime, éternel, etc. Et pourtant, ils prétendent que ça remonte à, je ne sais pas combien, à 6000 ans, enfin, ce que vous voulez. Ça marche. Pour revenir à notre histoire, là. Donc, les réfugiés syriens, il y a eu deux choses. Il y a eu d'une part que les frontières ont été bloquées à cause des guerres civiles, principalement en Syrie. Ça restreint mécaniquement l'activité économique, évidemment. Par contre, l'arrivée d'1 million, 1,5 million de gars, plus $1 milliard par an, ça fait plus de consommateurs et ça fait plus de producteurs. Ça augmente le PIB mécaniquement. Et les deux effets se sont plus ou moins compensés, mais de là à dire que c'est des réfugiés qui ont détruit en plus, bon, pour ce qu'ils consomment, les gars, ça n'a pas beaucoup de la composante importation dans leur consommation ne pèse pas bien lourd. Mais enfin, ça aussi, c'est un argument que vous avez dû entendre au Liban, évidemment, je ne vous en fais pas grief, mais il ne faut pas se laisser impressionner par des diagnostics qui sont souvent naïfs, mais pas toujours. Riyad Salamé a ajouté encore les incendies de forêt. Ah oui, ça c'est très grave. Ça c'est pour faire plaisir à Gaël, côté soutenabilité écologique. Bon, c'est une manipulation insidieuse, ça. Bon, ensuite, bon, autre style là, de manipulation discursive, cette affaire de EDL, l'électricité du Liban. Écoutez, il faut vraiment prendre les gens pour plus idiots qu'ils sont, pour admettre que, pour une raison inconnue, le tarif de l'électricité qui a été fixé en 1993, au moment où le baril de pétrole brut était de $18, ait été maintenu tel quel en livres libanaises, alors que le baril a atteint 120, puis là à 60, 70. Ils n'auraient pas fait attention, à votre avis? Ils sont tellement idiots. Je les connais un peu. Ils ne sont pas si idiots que ça. La raison est toute simple. C'est que ça n'a rien à voir avec la contrainte. La seule contrainte qui a fait que les coupures, le rationnement a été mis en place dès 1997, c'est que les avoirs en devises de la Banque centrale n'étaient plus à un niveau suffisant pour entretenir l'illusion monétaire, donc réserve, machin, etc. D'une part, ils ont recyclé à travers des eurobonds pour compter autant de fois que vous voulez les mêmes dollars, et d'autre part, ils ont rationné les sorties de dollars pour plus acheter de carburant, c'est tout. C'est tout. Alors, à partir de là, que les gens payent en livres ou pas, mais tout le monde s'en fiche, on peut imprimer autant de livres qu'on veut, c'est pas le sujet, tout simplement. Alors, les petits chefs libanais s'accusent les uns et les autres, c'est de ta faute parce que tu étais médicité, ça n'a rien à voir, c'est complètement hors sujet. Alors, évidemment, cet exercice n'avait plus sens parce qu'en rationnant, dès le moment où la Banque centrale a aspiré tous les dollars des banques consentantes, parce que les banques pas consentantes sont sorties. Et ça, c'est vrai, un crime réel. Hein. Une fois qu'elle a tout absorbé, l'exercice ne valait plus la peine parce que tant qu'elle n'avait pas absorbé les devises des banques, les banques plaçaient leurs dollars chez les banquiers correspondants, à Londres, en Suisse, à Zurich, enfin, vous voulez. Et par conséquent, quand vous alliez vous abonner au générateur du coin, le gars achetait son carburant
en pompant dans les avoirs extérieurs des devises et pas à la Banque centrale. Ce truc-là a perdu tout intérêt dès le moment où la Banque centrale a aspiré tous les avoirs en devises des banques complices de son acte. Bon. Ensuite, je vous ennuie avec ça. Vous parlez des taux d'intérêt. Écoutez, les taux d'intérêt n'étaient pas si élevés que ça. Hein. Quand on dresse les différents indicateurs de risque avec les taux, avec le spread, le Liban se tenait bien. Mais ça, c'était voulu. Parce qu'il y avait des combines excessivement sophistiquées pour que les taux ne montent pas trop. Parce que si les taux montent trop, on alerte et là, il n'y a plus la confiance. En face de nous, il y a des adversaires malins et convaincus de ce qu'ils font. Hein. Donc, ce n'est pas aussi grossier que ça, les taux. D'ailleurs, les grandes banques internationales, évidemment soucieuses du bien-être de l'humanité, qui organisaient, qui parrainaient les émissions d'eurobonds, en empochant en cours de route, évidemment, des commissions, avaient toujours prévu antérieurement la revente de ces mêmes titres auxquels elles participaient à leurs petits copains libanais. Ce qui fait qu'il n'y a pas que le FMI qui a servi à couvrir tout ça. Ça a arrangé plein de gens, toutes les banques internationales, allemandes, françaises, britanniques, etc., qui empêchaient leurs filiales de mettre un sou dedans, prenaient les commissions comme agents d'émission et refilaient, mais dans le... peut-être pré-préfilé, refilé, pré-refilé, je ne sais pas s'il y a préfilé en français, je ne pense pas, mais enfin, on peut demander à l'Académie. Donc, leur paquet de titres à leurs acolytes libanais. Tout ça, ce n'est pas des idiots. Hein. Bon, ensuite, rapidement. Bon, vous avez dit que la dette était essentiellement interne. Oui, elle est intégralement interne. Et la partie qui n'était pas interne était dans des filiales des banques libanaises installées, je ne sais pas moi, à Monaco, en Suisse, à Paris, à Londres, etc. Le seul moment où les banques libanaises ont commencé à vendre effectivement à des fonds extérieurs, Ashmore, Fidélité et compagnie, c'est durant la dernière année, évidemment avec des rabais, et ceux qui achetaient ont acheté avec des rabais colossaux. C'était juste pour faire durer l'exercice et laisser filer les copains qui essayaient de sortir quelques milliards, en pleine connaissance de cause. Et ceux qui ont acheté aussi en pleine connaissance de cause, enfin, je les ai rencontrés, ils se sont dit, écoutez, on va acheter à 20% de la valeur. Bon, alors là, Moody's, Fitch, etc. sont en train de son situation, mais finalement, l'équilibre d'après nous sera à 30 et par conséquent, on fera encore une bonne affaire. Mais ça, c'est les derniers mois, ça. Enfin, bon. Vous avez mentionné McKinsey, Gaël, tu as mentionné McKinsey. Bon, McKinsey, c'est un métier comme un autre, il n'y a pas de saut métier, mais être consultant, c'est quand même une sacrée chose, parce que, McKinsey en question a empoché $1,5 million pour une étude où il a trouvé que l'avantage comparatif déclaré du Liban, c'était d'organiser l'émigration de sa jeunesse, parce qu'il parlait plusieurs langues et qu'il fallait restructurer le système éducatif en vue de servir cet avantage comparatif merveilleux. Il y a ça aussi chez les consultants. On trouve tout chez les consultants. Bon, les gentils, les méchants, bon. Après, réforme, je sais pas ce que ça veut dire ce terme-là. Bon, alors pour ce qui est de la tribalisation, là, par contre, la tribalisation rampante, oui, évidemment, bon, il y a des coins où le développement historique a fait que il est plus facile de retribaliser. C'est une tribalisation très moderne, ce n'est pas du tout un truc préhistorique, ça. Bon, et on constate, je constate du moins, que là, les phénomènes de tribalisation sont en cours un peu partout, que ce soit aux États-Unis, en Europe, etc. Et en particulier, cette vaste confédération tribale des jeunes entre ONG et travaillant dans les marchés qui baragouinent à peu près le même jargon et qui se réunissent dans les mêmes endroits, etc., etc. Bon, c'est une tribu, ça aussi. Vous savez, les Libanais d'Argentine, descendants de je ne sais pas quoi, ils ne sont pas comme Libanais là-bas, ils sont comme maronites, chiites ou druzes d'ailleurs. Ils sont structurés comme tels. Et par conséquent, oui, là aussi, je pense que... D'ailleurs, il y a beaucoup de Libanais qui sont dans ces métiers-là, parce qu'évidemment, là aussi, ils ont un avantage comparatif. Donc, à partir de là, il ne s'agit pas du tout d'un truc fossile, préhistorique, etc. Pas du tout. Nos adversaires ne sont pas des idiots, croyez-moi. Enfin, nos adversaires à nous, je ne veux pas vous les prêter. Mais, voilà, mais Charbel, il reste quand même une question qui est venue plusieurs fois sur la table, et oui. Anne-Laure l'a vraiment très bien mis. Il y a des solutions, mais pour mettre en œuvre ces solutions, il faut avoir quelque chose du côté libanais qui soit une volonté politique, oui. Quelque chose qui... Et comment est-ce qu'on arrivera à ça ?
c'est gérer la crise pour arriver à ce que la transition, nous sommes au milieu de la transition, aille vers l'instauration d'un État dont la légitimité est assurée par sa prise de risque sur les actions et non pas par l'emprunt de légitimité existante. Voilà. Donc, nous sommes un parti dont l'objectif est de rompre avec le régime qui a prévalu et d'avoir un rôle dominant, dirigeant au sein du nouveau régime dans la phase de transition. C'est ça ce que nous disons. Et dans toute la salle, il y aura cette question, est-ce qu'on voit cette lumière au bout du tunnel? Écoutez, il y a une course effrénée entre deux choses. Notre parti monte en force, mais la société est en train de se décomposer. Il y a une course effrénée, et là, le gouvernement en place, nous allons tout faire pour le dégommer avant qu'il ne fasse les dégâts pour lesquels il a été mandaté. Voilà. Évidemment. Mais on passera aux questions de l'audience tout à l'heure. J'aimerais donner encore l'occasion à Gaël et à Anne-Laure de réagir à ce qui vient d'être dit. Ensuite, on donnera la parole à l'audience. Anne-Laure, est-ce que vous voulez revenir sur un point? Oui, alors je vais essayer d'être bref parce qu'il y a plusieurs points sur lesquels j'aurais souhaité débattre ou revenir. Non, je crois qu'il faut quand même, d'un point de vue économique, reconnaître un problème structurel dans l'économie libanaise entre importation et exportation. Enfin, on ne peut pas ne pas reconnaître ce problème. Vous le transposez à n'importe quel autre pays, quand les importations sont beaucoup trop massives, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient pétrolières, etc. Quand vous ne produisez pas assez, quand vous n'exportez pas assez, ça ne fonctionne pas. Vous avez un déséquilibre structurel et on ne peut pas faire l'économie de ça. Sinon, on ne regarde pas la réalité en face du problème économique structurel libanais. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est beaucoup d'argent a été emprunté, dépensé, peu importe finalement, mais ça n'a jamais été pour de l'investissement. Ça a toujours été sur des choses dont on savait, alors on appelle ça clientélisme, on appelle ça comme on veut. Il n'y a jamais eu d'investissement pour une économie pérenne, ce qui explique, ou soutenable, enfin on l'appelle comme on veut, ce qui explique aussi la situation dans laquelle on est. Il y a eu des phénomènes extérieurs, et les phénomènes extérieurs sont toujours très pratiques, bien évidemment, pour expliquer ses propres défaillances. Enfin, c'est l'histoire de certaines théories politiques depuis très longtemps. Mais là, je me permets de réagir. On ne peut pas dire que quand il y a des réfugiés, les pauvres qui viennent dans un pays qui lui-même n'a pas la capacité à les accueillir, mais que veut-on? Que ce soit un succès? Non. Donc la question n'est pas de dire que c'est leur faute, bien évidemment pas. La question est de dire qu'il n'y avait pas de possibilité d'absorber économiquement l'afflux de gens qui ont pu venir. Et je rajoute à ça, je rebondis sur un point de Gaël très juste, il y a évidemment des arbitrages de frontières qui sont faits, si je peux m'exprimer ainsi, qui font qu'en effet, les choses, enfin, si on peut appeler ça une concurrence ou une compétition, enfin, absolument incroyable, qui est source de tous les trafics, vous avez ça dans de très nombreux endroits du monde où soit on dit les frontières ne sont pas contrôlées, les frontières sont poreuses, peu importe comment on le dit, mais il y a des arbitrages humains qui s'organisent, humain voulant dire un homme essayant, ou une femme, un humain essayant de profiter d'une situation pour faire plus de profit, ça arrive partout dans le monde, c'est une situation connue à cette frontière-là. Évidemment, si on n'y met pas fin, comment veut-on que ça se résorbe en soi avec la possibilité des déséquilibres? Donc, quelque part, après, où est la responsabilité? C'est pas que je m'extrais du débat en disant ça, j'ai envie de dire que c'est un sujet malgré tout entre Libanais sur la responsabilité. Personne n'a à dire de l'extérieur tu es responsable de ci, tu es responsable de ça. Moi, j'ai par contre vu, dans ce que j'ai pu voir des négociations qui ont pu avoir lieu entre les différentes parties, beaucoup de temps passé à c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Bon. Donc, étant étrangère et non libanaise, je me suis toujours extraite de ces discussions-là, encore une fois, pas par lâcheté, mais tout simplement parce que par manque de légitimité et par respect. Mais j'implore vraiment le fait de dire, bien sûr que c'est un débat important, bien sûr qu'il y a un débat moral, tout comme il y avait le débat sur la dette odieuse en Grèce qui s'était passé ou dans d'autres pays, bien évidemment. Mais de grâce, on ne peut pas
ne pas avancer parce qu'en effet, les gens souffrent et ont trop souffert. Il y a ce chiffre qui a été mentionné, c'est Gaël, je crois, que tu l'as mentionné, 60% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Mais est-ce qu'on peut aussi dire que c'est 35% sous le seuil d'extrême pauvreté? On parle du Liban. On parle du Liban, avec les atouts qu'a le Liban, dans le sens, la capacité qu'ont les Libanais. Est-ce qu'on peut juste se rendre compte de ça? Est-ce qu'on peut reparler des subventions sur le lait? Est-ce qu'on peut dire que nous-mêmes, quand on a pu aller au Liban ou d'autres gens, on apporte des Doliprane? Est-ce qu'on peut dire ça? C'est ça la vraie vie. Donc on voit bien que ce n'est pas tenable. On voit bien qu'il faut... Alors, réformer, reconstruire, moi, je n'ai pas le bon mot, je laisse aux spécialistes des mots le fait de choisir, mais arrêtons, selon moi, arrêtons d'essayer de rechercher une faute. Il y a des fondamentaux qu'il faut respecter. Il faut un État qui soit un État souverain, voulant dire un État qui prend ses décisions et ses responsabilités. Il faut un programme politique, parce qu'un programme politique peut être favoriser les plus riches ou être beaucoup plus juste dans sa manière de faire. Enfin, je veux dire, après, encore une fois, c'est ceux qui votent qui doivent décider de leur avenir. Et ensuite, après, il y a la déclinaison financière et économique de ça, la finance n'étant qu'au service de quelque chose qui, après, doit pouvoir produire ce qui a été décidé. Et après, donc, j'entre pas, moi, dans le débat des consultants, pas consultants, etc. Ce que je dis juste, par contre, et là, je me permets de corriger parce que c'est mon domaine de spécialité, les PIMCO ou autres qui ont pu acheter de la dette l'ont acheté sur le marché primaire. Donc, c'est des investissements qui ont été faits en connaissance de cause à des taux qui étaient beaucoup plus élevés que les taux qui étaient offerts dans le marché pour d'autres pays. Donc, il y avait une volonté tout simplement d'avoir un bon retour dans son portefeuille à la fin de l'année. Et tout simplement, on trouvait ces taux très attractifs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il y a eu une immense... Est-ce qu'on appelle ça complicité? Est-ce qu'on appelle ça complaisance? L'économie libanaise n'a pas tourné, ne tourne pas depuis un moment. Structurellement, elle ne peut pas tourner. Et tout le monde a dit, la musique continue. Bon. Donc, on peut continuer à, pendant des années, dire c'est de ta faute, ou on peut essayer pragmatiquement et en étant le plus juste possible de dire reconstruisons pour laisser de nouveau à chacun la possibilité de pouvoir progresser, s'enrichir dans tous les sens du terme, voulant dire avoir le droit de pouvoir retrouver sa dignité et sa capacité d'épanouissement humain. Voilà ce que je voulais partager en quelques points de réponse. Merci. Alors, Gaël aussi, peut-être dernière, après, nous passerons la parole à l'audience. Oui, juste un mot très bref. Lorsque j'ai parlé de tribalisation tout à l'heure, Charbel, je ne voulais pas du tout faire référence à quelque chose de très ancien. C'est-à-dire que la catégorie du tribal, à mon avis, ce qui se passe sur Internet, Facebook, crée de la tribalisation. Et ça, c'est très contemporain. Donc, voilà, il n'y a pas du tout d'imaginaire archaïque chez moi dans le mot tribal. Et puis, bon, le deuxième point que je voudrais dire, c'est... peut-être à la fois, moi je suis complètement d'accord, en fait, il faut chercher des solutions, mais c'est difficile de chercher des solutions si on ne pose pas un diagnostic, me semble-t-il. Bon, je crois que le débat, là, c'est sur le diagnostic, au fond. Je pense que Charbel aussi veut une solution, comme tout le monde. Et que donc, parce que si on pose un diagnostic qui n'adresse pas les vrais enjeux, on peut bricoler des solutions qui ne permettront pas de résoudre la difficulté, la crise en profondeur. Mais je vois que Charbel veut dire quelque chose. Merci. Charbel, petite réaction, et ensuite on passe à vos questions. Écoutez, je voulais juste marquer un commentaire sur ce qu'a dit Mme Kechel. Écoutez, je ne pense pas que quand les gens, c'est un sujet qui agite le monde entier, ça, les migrations, les déplacements. Les gens, ce n'est pas un fardeau que l'économie absorbe. Vous savez, les gens, ils produisent et ils consomment tout simplement. Deuxièmement, l'affaire des déficits. Évidemment qu'on connaît la balance des paiements. Mais où est la causalité, vous savez? Est-ce que c'est parce qu'il y a un afflux d'argent qu'un pays, qu'une économie se met à consommer plus qu'elle ne produit, ou l'inverse? C'est très simple. Imaginez, sans ça, vous prenez une économie pétrolière et puis vous leur balancez, bon, c'était des braves gens qui survivaient dans des conditions affreuses, et puis vous leur balancez, bon, au début pas beaucoup, et puis ensuite progressivement quelques milliards. Ils font quoi? Ils vont consommer plus qu'ils ne produisent. Ça, c'est pas une production, c'est une consommation de ressources non renouvelables. Donc la logique, elle n'est pas que nous découvrons que l'économie libanaise, en termes d'échanges commerciaux et de biens et de services, est déficitaire. Évidemment. Mais quel est le diagnostic? Parce qu'il faut quand même avoir un raisonnement qui puisse toucher
les points où on pense qu'il y a un effet de causalité qui émerge. Bon, troisièmement, je suis très fâché de vous entendre dire que les fonds d'investissement, Ashmore, Fidelity et DAT sont des bandes d'idiots qui, en 2018 et 2019, n'ont pas vu, comme tout le monde, vous compris, que c'était fichu, etc. Ils ont été bernés. Je suis vraiment fâché pour eux, franchement. Ça me fait mal au cœur. Alors, je crois qu'on va... J'ai dit ça, j'ai pas du tout dit ça. J'ai dit que les obligations avaient été achetées en connaissance de cause parce qu'elles avaient un rendement plus élevé dans une optique de court terme. Donc, je n'ai rien dit de plus, rien dit de moins que ça, et ce qui est la pure... C'était la recherche, je me sens mieux. La recherche du rendement à tout prix. Voilà, nous passons maintenant à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions de... Oui, monsieur. Alors, prenez peut-être le micro pour être sûr que nos panélistes comprennent tous. Le micro, ça fonctionne. Bon, on a parlé de finances et tout, c'est le thème de la soirée.